Avant de revenir sur votre question, je voudrais quand même faire un petit détour historique en rappelant que l'État du Sénégal a toujours consenti des efforts pour une meilleure gestion de son patrimoine bâti depuis son accession, l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. D'abord avec la création d'un service de logement, ensuite la création d'une direction chargée de la gestion du patrimoine bâti, logée au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. En 2013, la création de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État et en 2020, la création de la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État. Donc nous sommes arrivés ici en 2019, donc en avril 2019, et le diagnostic que nous avions établi avait montré que, nonobstant les efforts qui ont été consentis ces dernières années, il y avait quand même des insuffisances de la politique de gestion du patrimoine bâti de l'État. Le constat que nous avions fait a montré qu'il y avait un manque de maîtrise du patrimoine bâti de l'État. Si je le dis, on pourrait dire que c'est un peu exagéré, mais c'est un fait. Nous avions trouvé ici une base de données de 250 bâtiments. Et quand je parle du patrimoine bâti de l'État, c'est pas, je n'ai pas encore parlé du patrimoine affecté. Donc je vais revenir là-dessus. Donc les bâtiments administratifs qui sont occupés par les services de l'administration et des bâtiments à usage de logement. Donc nous avions trouvé ici un embryon de base de données avec 250 bâtiments. Les investigations que nous avions faites nous ont permis, à l'heure où je vous parle, de recenser environ 2000 bâtiments. Compte non tenu du patrimoine affecté, c'est-à-dire le patrimoine bâti que l'État a mis à la disposition de certaines structures, telles que par exemple l'armée, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, entre autres, certes. Et le patrimoine que l'État a mis à la disposition de certaines organisations, telles que la SECNA, qui n'ont jamais fait d'évaluation. C'est compte tenu de tout cela que nous sommes aujourd'hui à environ 2000 bâtiments recensés. Vous voyez donc, on est parti de 250 en 2019 à aujourd'hui presque 2000. Et les investigations se poursuivent. Toujours pour montrer qu'il y a eu un manque de maîtrise, nous avions constaté des cas d'aliénation, c'est-à-dire des bâtiments administratifs qui appartiennent à l'État, qui ont été aliénés au profit de certains privés, avec la complicité de certaines administrations, parce que cela ne peut pas se faire sans quand même l'implication de certains services. Nous avions également constaté des occupations irrégulières. Je pense que récemment, si ce n'était pas avec vous, c'est avec notre média qui était passé pour un problème que nous avions à Ouakam. C'est-à-dire nous avions constaté des bâtiments qui appartiennent à l'État, qui sont occupés par des tiers qui n'ont aucun droit, qui n'ont aucun titre et qui ne sont pas normalement bénéficiaires, attributaires de logement. Ça, on l'a constaté. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes même en contentieux avec certains au niveau du tribunal. Ça, c'est un autre fait. Par rapport au patrimoine affecté, par exemple, à la SECNA, il y a une convention qui lie l'État du Sénégal à la SECNA, qui date de 1975, si je ne me trompe, par laquelle l'État avait mis à la disposition de la SECNA un important patrimoine foncier pour ses activités au Sénégal. Cela n'a pas fait l'objet d'évaluation depuis lors. Nous avions fait l'évaluation et cela nous a montré qu'aujourd'hui, cette structure, par exemple, n'utilise pas une bonne partie de ce patrimoine qui est en état de délabrement avancé. Nous avions donc proposé à l'autorité une reprise de possession de ce patrimoine qui n'est pas utilisé. L'autre constat qui a été fait,
c'est également le fait que ce patrimoine, non seulement il est important, mais qu'il est vétuste, voire très vétuste. Donc environ 68% de ce patrimoine qui appartient à l'État est vétuste et très vétuste pour la bonne et simple raison que l'agence qui est chargée de la gestion de ce patrimoine n'a pas les ressources humaines et financières nécessaires pour mener à bien sa mission. Donc, pour satisfaire ses besoins en bureau et en logement, l'État recourt aux conventions de bâtiments administratifs par le biais de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État. Donc, la conséquence, c'est des charges locatives très importantes et un délabrement avancé de ce patrimoine-là. Donc, cela nous a poussé, nous, de proposer à l'État quand même une réforme. Parce que c'est un paradoxe que l'État soit, je dirais, le premier propriétaire avec un patrimoine très important. Tout ce que je viens de dire ne concerne pas le patrimoine bâti de l'État à l'étranger. L'État a un important patrimoine, donc premier propriétaire et premier locataire. C'est un paradoxe. Et nous avions dit qu'il va falloir déconstruire ce paradoxe-là. En quoi faisant maintenant? En valorisant de façon optimale et en développant le patrimoine bâti de l'État. C'est ça qui a motivé la proposition de réforme et l'État nous a suivis. Pourquoi cette réforme est importante? Parce qu'avec l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, il y avait donc des contraintes juridiques qui faisaient que l'agence ne peut pas faire des cessions d'immeubles, ne pouvait pas faire des acquisitions au nom de l'État et n'avait pas les ressources nécessaires pour développer des projets. Il y a quand même quelques initiatives, je vais revenir là-dessus. Vous avez vu les sphères ministérielles de Diamniadio, les sphères administratives régionales. Je vais revenir sur ça peut-être avant la fin de l'entretien, en vous présentant un peu le programme que nous souhaitons lancer d'ici la fin de l'année ou en début d'année 2023, Inch'Allah. Donc, cela nous a motivé donc pour proposer à l'État d'opérer une réforme institutionnelle. Vu un peu les contraintes budgétaires que l'État a, parce que l'État a autre chose à gérer aussi, donc il faut une bonne allocation des ressources. Or, aujourd'hui, si l'agence reste, elle ne peut pas faire ce travail-là. Donc, elle n'a pas les compétences pour faire des cessions, des acquisitions d'immeubles, et elle n'a pas des ressources pour aussi développer des projets. Donc, on a proposé la réforme. La réforme permettra, si l'État opère un transfert de ce patrimoine à la société nationale, et je précise que cette société nationale, c'est une société nationale donc à 100% détenue par l'État. Donc, si l'État aujourd'hui transfère tout ou une partie de ce patrimoine, ça va permettre à cette société de pouvoir lever des fonds et de développer des projets, soit en faisant des constructions ou dans le cadre du partenariat public-privé. La réforme est actée. Donc, il y a eu la loi autorisant la création de la société nationale et de gestion et d'exploitation. C'est très important le terme exploitation. C'est d'assurer la gestion et l'exploitation du patrimoine bâti de l'État. Donc cette réforme a été adoptée. Donc les décrets d'application y afférents sont en cours d'adoption. Et si ces décrets sont adoptés, ça va permettre maintenant à la société nationale vraiment de dérouler très rapidement ces activités. Aujourd'hui, nous avons fait du recensement du patrimoine bâti de l'État une priorité. C'est devenu même une directive présidentielle. Donc je ne sais pas si vous avez suivi il y a 2 semaines le communiqué du Conseil des ministres. Le président de la République est largement revenu sur cela pour vous montrer que c'est quand même devenu une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Parce que ça va permettre non seulement d'avoir une meilleure maîtrise du patrimoine avec la mise en place d'un système d'information. Nous avons pour le moment un embryon de système. Parce qu'on a une base de données, mais nous voulons mettre en place un système d'information
qui va répertorier tout le patrimoine bâti de l'État au Sénégal et à l'étranger. Parce que maintenant, l'une des missions de la société, c'est de faire un inventaire du patrimoine bâti de l'État au niveau national et à l'étranger. Et de proposer à l'État, de faire des propositions à l'État pour le développement et la valorisation de ce patrimoine, mais aussi de servir de conseil à l'État dans le cadre de sa politique de développement de l'immobilier. Ça, c'est en cours, c'est devenu aussi une directive présidentielle. Non seulement ça va nous permettre d'avoir un recensement global, exhaustif, du patrimoine affecté et non affecté, globalement. Donc aujourd'hui, ce patrimoine est évalué à des centaines de milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, la logique, il y a un changement radical de paradigme. Nous voulons passer d'une agence nationale budgétivore à une société nationale pourvoyeuse de ressources pour l'État. Donc la société maintenant n'attendra plus des ressources de l'État pour, par exemple, loger ses services ou payer le loyer, mais va non seulement assurer la gestion et l'exploitation, offrir des services à l'État en mettant à la disposition de son administration des plateaux de bureaux équipés, modernes, loger son administration et contribuer au renflouement des caisses de l'État. Donc en faisant un peu de la valeur ajoutée et en créant beaucoup d'emplois. Donc, et l'une des missions de cette agence aussi, de cette nouvelle société, c'est de contribuer un peu à l'embellissement de nos villes et à l'équité territoriale en accompagnant les collectivités territoriales dans leurs projets de développement de l'immobilier. Et au-delà, même contribuer à la politique de l'État en matière de logements sociaux. Et c'est très important, maintenant, c'est de réduire de façon drastique les charges locatives en arrivant à zéro convention. Parce que nous avons fait d'énormes efforts pour la maîtrise de ces charges locatives, mais c'est très difficile. Nous avions pu, à notre arrivée, stabiliser les conventions. Je le rappelle, je l'avais dit lors d'un entretien, c'est très important, stabiliser la base de données des conventions, parce qu'il y avait des conventions irrégulières, des conventions qui nous coûtaient très cher, alors que les services ne l'utilisaient pas de façon rationnelle. Donc on est en train de poursuivre le travail de rationalisation des conventions, en regroupant le maximum de services et en résiliant de façon significative des conventions onéreuses et coûteuses. Donc, ce travail nous a permis en 2019 de résilier pour un montant de presque 5 milliards, 5 à 6 milliards, mais aujourd'hui, on est revenu presque au même montant parce qu'il y a eu beaucoup de structures qui ont été créées et avec le renchérissement du coût du loyer à Dakar. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, que ces charges locatives, il est très difficile de maîtriser ces charges locatives. Donc, le programme dont je vous parlais tout à l'heure, rentre dans ce cadre-là, nous permettra non seulement d'assurer une meilleure maîtrise du parc immobilier de l'État, donc maîtriser le patrimoine bâti de l'État, le valoriser de façon optimale et développer de nouveaux projets qui nous permettront d'arriver à zéro convention. Donc, de mettre un terme à la location de bâtiments administratifs, de bâtiments privés pour les besoins de l'administration et contribuer à la politique de l'État en matière de développement. Je pense que j'aurais même pas dû parler de cela, parce que ce n'est pas la première fois. Si vous parlez du député Ousmane Sonko, il n'est plus député d'ailleurs, Ousmane Sonko en tant que député avait interpellé le gouvernement sur cette question-là. Et on avait répondu. Je vais vous expliquer un peu. C'était quoi la réponse? On lui avait donné toutes les informations relatives à ces baux-là. Je vais vous faire un peu l'historique. Je vous ai dit que l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État n'avait pas les compétences, les prérogatives juridiques de faire des cessions ou des acquisitions. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, 68%, voire 70% de ce parc administratif est vétus, voire très vétus. Je vous renvoie même à l'exposé des motifs de la loi
autorisant la création de la société nationale. D'ailleurs, c'est tellement curieux, bizarre même de voir un député qui a assisté. Il y a un autre, hein, je pense que c'est le député qu'on nomme Tekila, qui a assisté à l'adoption de cette loi à l'Assemblée, qui pose ces questions. C'est vraiment une... Je me demande si ces gens-là méritent leur place au niveau de l'Assemblée nationale. Mamadou Lamine Diallo, voilà. Je l'ai vu hier, dans un article bidon là où il parle. D'ailleurs, je vous invite, vous, souvent, quand on vous amène certaines informations en tant que journaliste, de prendre le temps de nous saisir sur ces questions. Parce qu'on a... Je vais revenir là-dessus. Donc, l'État, dans l'optique de valorisation toujours de ce patrimoine, avait trouvé une formule pour pouvoir développer valoriser ce patrimoine-là en accordant des baux amphithéotiques à certains privés qui en font la demande sur la base d'un contrat. Donc c'est un contrat de bail qui est signé entre le privé. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le privé bénéficie d'un bail sur un terrain, réalise son projet et rétrocède le tiers à l'État sous forme de plateau de bureau ou de logement. C'est à l'État de voir si c'est en termes de plateau de bureau ou de logement. Avec le cas d'espèce, le site dont il parle qui abrite le siège qui abritait le siège de la gendarmerie nationale. C'est la gendarmerie nationale qui voulait avoir un siège neuf avec des normes de construction qui prennent en charge vraiment tous les aspects sécuritaires et autres, qui avait ce projet et a discuté avec le partenaire italien, l'entreprise italienne dont il parle, AD partenaires ou AD immobilier. Donc ces gens-là ont bénéficié de ce bail et en contrepartie, ont construit un siège pour la gendarmerie nationale. Et le projet est presque terminé, il ne reste que la réception. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, où l'État, sans bourse déliée, donc, réalise ce projet dans les meilleurs délais avec des privés. C'est la même opération. On l'a fait avec d'autres. Il y a d'autres qui sont en cours. D'ailleurs, c'est le seul pour l'instant à avoir réalisé les travaux dans les délais. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont bénéficié de ces baux-là. Donc, dans les mêmes conditions. Vous-même, en tant que Sénégalais, si vous avez un projet vraiment bancable, vous nous sollicitez. On est ouvert. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on va organiser, Inch'Allah, bientôt un forum international où on va présenter ce programme-là. Ça, c'est l'un des mécanismes que nous utilisons ici dans le cadre de la valorisation et du développement du patrimoine bâti de l'État. Donc, l'État vous cède un bâtiment, un immeuble, vous réalisez votre projet et en contrepartie, vous rétrocédez à l'État le tiers, généralement. Mais ça dépend de la nature des projets. Le projet dont il parle, c'est un bail amphithéotique qui a été accordé à la société israélienne, à des trades ou à des partenaires, qui en contrepartie a construit pour la gendarmerie nationale un siège. Et les travaux sont terminés. D'ailleurs, même il a dit que le loyer, on a logé la gendarmerie à Ngor. Mais ça, c'est pour le temps des travaux. Et aller faire un tour au niveau du site, voir dans quelles conditions le haut commandement de la gendarmerie travaille là-bas. C'est des bâtiments vétustes qui n'honorent même pas notre administration. Le temps, c'est pour, en attendant la fin des travaux, mais le rôle de l'État, c'est de loger ces services. Normalement, c'est nous-mêmes qui devrions loger le haut commandement de la gendarmerie. Mais on a négocié avec la même entreprise pour le paiement des loyers. Donc, à l'heure où je vous parle, c'est l'entreprise même qui paye le loyer. Et le bâtiment, c'est la gendarmerie qui a identifié le bâtiment et qui a jugé que ce bâtiment répondait aux normes sécuritaires dont ils avaient besoin. Et ils ont déménagé. Et dans 2 mois, je viens même de signer l'avis de libération. Ils vont quitter pour rejoindre ce logement-là. Il y a d'autres bons qui ont été signés. Mais ça, c'était avant la réforme. Maintenant, avec la réforme, on n'a même plus besoin de ces baux-là. Et je rappelle sur ce même registre qu'il y a une loi qui date de 2014 qui autorise l'État même à faire des cessions de terrain pour des projets à usage industriel et commercial. Ça aussi, c'est la loi.
Donc ça n'a rien à voir avec les allégations qu'ils avancent. Et ce n'est pas la première fois, il y avait une question écrite. Sur l'ensemble des baux, nous avions apporté la réponse qu'il fallait. Le bail amphithéotique, moi je ne suis pas juriste. Mais ce que je peux vous en dire, le bail amphithéotique, on dit c'est une durée entre 18 et 50 ans. Bon, je ne suis pas juriste, mais je vais vous dire ce que la pratique. Généralement, on dit c'est entre 18 et 50 ans, renouvelable et prorogable. Donc, en arithmétique, les gens vous disent si on renouvelle pour 50 ans, vous avez 100 ans. Si on proroge, vous avez 50 ans. Donc, généralement, les gens prennent même la moyenne pour dire les baux à 99 ans. La plupart des baux amphithéotiques signés, c'est souvent 99 ans. Mais nous, moi, à mon niveau, je me limite à 50 ans. C'est 50 ans renouvelable ou prorogeable. Et ce bail est assujetti à la signature d'un contrat. Donc, si le bailleur ne respecte pas les clauses contractuelles, on résilie. Et l'État aussi peut à tout moment reprendre ses biens. Mais quand l'État reprend, mais il paye des indemnités, c'est ça. Hein? Donc la compense. Il n'y a aucun problème. Donc d'ailleurs là, j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui ont eu à bénéficier des baux. Nous sommes en train de faire la situation. Donc tous ceux qui ne respectent pas les délais contractuels verront leur contrat de bail annulé. Non, il n'y a pas de scandale, il n'y en aura pas. Il n'y a rien de secret ici. D'ailleurs, un exemple, mais les contrats de baux, là, les décrets, ils sont publiés au journal officiel. Il n'y a rien de secret ici. Ce n'est pas la première fois que l'État octroie des baux, mais il parle souvent les gens vous parlent du loyer payé là. Mais vous, si vous êtes attributaire d'un terrain ici, à usage d'habitation, si vous avez un bail, combien vous payez à la fin de l'année? C'est presque rien du tout. Un terrain de 300 mètres carrés, vous payez à la fin de l'année presque 256 000. Ça n'a rien. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, aujourd'hui, est-ce que on doit laisser le patrimoine comme ça? Donc laisser délabrer vous-même, si vous faites le tour du Sénégal, pas seulement ici, dans les régions aussi c'est pareil. La plupart des bâtiments qui appartiennent à l'État sont vétustes, voire très vétustes, et souvent occupés même par des non-ayants droit. Donc vous pensez qu'il faut laisser ces bâtiments comme ça ou les revaloriser. Et si le bâtiment tombe, il n'est plus du patrimoine bâti de l'État. Donc si un immeuble tombe, il devient un terrain nu, et ça nous échappe nous. Est-ce que l'État vend des terrains? Et l'État n'est pas dans une logique de rentabilité économique. C'est-à-dire, les gens, souvent, quand on parle de projet, c'est le même discours qu'on avait fait avec le terre, ils voient tout de suite la logique économique là. Qu'est-ce qu'on en gagne? Mais les externalités possibles de ces projets-là. Un projet, par exemple, tel que le projet des trades là, ou à des partenaires, qui va construire en centre-ville, mais ça va changer un peu le visage de la ville de Dakar. Et c'est ça notre politique. Est-ce que vous pensez normal aujourd'hui qu'à l'entrée de Dakar qu'on ait des bâtiments de ce genre-là? Pas normal. Il faut valoriser dans certains pays. Qu'est-ce qu'on fait? L'État a vendu. Donc nous on dit, je vais terminer par là peut-être avec le programme, c'est plusieurs mécanismes. Il y a les baux amphithéotiques, il y aura même des sessions. Nous, ce qu'on fait, on fait un diagnostic donc, de ces bâtiments-là pour voir quels sont les bâtiments qui sont réhabilitables. Donc, parce que parfois, il est plus difficile de réhabiliter que de construire. Quels sont les bâtiments qui sont cessibles ou les autres bâtiments qui pourront faire l'objet de joint venture, donc de partenariat public-privé, ou quel type de projet nous on va développer après. Ça, je vais revenir là-dessus en parlant du programme. Les perspectives, disons, bon, pour terminer. Voilà. Pour terminer, je vais vous dire que, bon, c'est bon? Donc, pour terminer, je vais juste revenir sur le programme qui a quand même motivé la réforme. Comme je vous l'ai dit, c'est la valorisation optimale et le développement du patrimoine bâti de l'État. En quoi faisant? En développant de nouveaux projets. Donc, les projets phares, c'est d'abord de regrouper tous les services de l'administration, notamment pour les ministères de souveraineté, dans des tours administratifs, comme ce qui s'est fait à Diamniadio avec les sphères ministérielles. Donc, on va poursuivre cette dynamique. Et certaines structures et institutions, beaucoup d'institutions ici,
Je prends le cas de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, entre autres. Donc, c'est de regrouper des structures dans des tours administratives qui vont nous permettre de résilier les conventions et de contribuer au développement de l'immobilier. Ça, c'est un des volets. L'autre, c'est au niveau des régions aussi, construire des sphères régionales, départementales et arrondissementales. Aujourd'hui, vous allez dans les régions, vous voyez des sous-préfets qui sont logés par des maires. Ce n'est pas normal pour une administration. Donc, ce projet, maintenant, sera réalisé dans le cadre surtout du partenariat public-privé. Donc, avec plusieurs mécanismes. On a parlé des baux amphithéotiques. Il y aura la cession. Donc, certains bâtiments qui sont cessibles, on va les céder. Donc, développer nos projets. Donc, c'est des mécanismes, plusieurs mécanismes qui seront utilisés pour développer ce patrimoine bâti-là et contribuer à la modernisation de nos villes et à la réduction drastique des charges locatives pour l'État. Merci beaucoup. Et j'aurai le plaisir de vous convier, Inch'Allah, au forum international que nous allons organiser en début d'année pour partager sur ce programme-là. Merci beaucoup, Dega. Merci à vous.